Voici la Lizio Magic Academy, un endroit célèbre pour les graphiques mystiques et les secrets bouclés. À l'intérieur, il y a une zone sinistre appelée 7e prison scellée. À l'intérieur de l'une des cellules de cet endroit abandonné, il y avait une belle femme, avec d'énormes ailes noires sur son dos et de longs cheveux flottants, avec un boss moral. Elle regarda la porte. D'une voix douce mais curiosité, il a rompu le silence. Il a remarqué qu'il y avait un enfant qu'elle n'avait jamais vu auparavant et avait envoyé le réel. Demandé qui il était. Le garçon a répondu fermement, se produisant en tant qu'Eugenio Santafield. Elle a fait un léger sourire, trouvant le nom courageux et noble, et l'a appelé pour se rapprocher. Eugenio n'en avait aucune idée, mais cette réunion allait changer sa vie pour toujours. La femme n'était autre que la reine des Aronas tombée, une célèbre reine démon de l'ancienne qui a gouverné le continent sud avant de tomber en disgrâce. Arona était autrefois un archange plein de grâce et de pouvoir, mais a été jeté dans le monde mortel après avoir ennuyé la déesse. Sa beauté était surréaliste et généralement folle. Sa voix était comme un coin de sirène qui prenait du cœur et de l'esprit. Bien qu'un héros la soit vaincu et verrouillé. La légende de son règne était vivante dans l'histoire. Quand Eugenio a ouvert la porte de la cellule et est entré, Arona a commenté qu'il était arrivé en retard, avec un ton moitié, mais pas maléfique. Le garçon était un peu perdu, réalisant qu'il était devant une figure puissante, avec une beauté qui l'a laissé sans voix pendant un moment. Elle a réalisé qu'il était distrait, haussa les sourcils et lui demandait s'il faisait attention. Il a gêné, s'est excusé. L'appelait officiellement une reine démoniaque. Mais elle a fait un visage laid, leur demandant de l'appeler Ellie quand ils étaient seuls. Eugenio a mis le panier avec de la nourriture et du vin qu'il avait apporté sur la table. Demande si elle voulait manger. Il a dit qu'il avait eu le vin qu'elle avait demandé auparavant. Sans avertissement, Arona a attrapé son col, se rapprochant, avec une manière autoritaire, disant que sa mission principale n'était pas encore terminée. Il devait lui offrir sa force vitale, un sacrifice digne de sa position. Après Eugenio posé au lit, il a continué à penser à tout ce qui s'était passé là-bas. Cela faisait 1 an qu'il n'était pas entré dans le gymnase. Dans une sorte de mouvement étrange. Peu de temps après, Arona a brisé le seau et s'est réveillé, provoquant le chaos au gymnase. La forte odeur de magie d'elle a empêché quiconque, mais le réalisateur de se rapprocher. En raison du talent magique d'Eugenio, il a été choisi pour prendre soin d'elle. Au début, juste pour apporter de la nourriture et faire des services. Mais au fil du temps, leur relation a changé et les Arona ont commencé à l'aimer. Alors qu'elle servait le vin et la nourriture, il a été appelé par Aron, qui a demandé curieusement s'il n'allait pas explorer le donjon. Il n'a pas compris et a demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a fait un sourire coquin et a dit qu'elle parlait du donjon final fait par les dieux eux-mêmes. Avec cette confiance habituelle, elle a dit qu'elle allait le soutenir, car des aventures comme celle-ci attirent toujours son attention. Eugenio était un peu en doute, ne sachant pas ce qu'elle voulait vraiment. Et elle sourit, avec une sorte de regard séduisant et mystérieux, disant que ce serait amusant s'il passait ce défi. Alors qu'il avait des choses dans le panier, il se demanda soigneusement ce qu'elle voulait dire avec le soutien. L'Arona se pencha en avant, a appelé son nom avec un ton qui a gelé la colonne vertébrale d'Eugenio, l'envoyant pour se connecter avec elle. Puis il a dessiné qu'elle voulait. Avec cette offre, il allait obtenir son énorme pouvoir magique. Elle a assuré que, même s'il n'était pas bon dans la magie offensive, sa force le laisserait utiliser une puissante épée magique, avec un pouvoir unique. Elle a croisé ses jambes d'une manière élégante, et des chaînes lourdes sur ses chevilles vous ont tendu doucement. Elle a dit que cet accord était bon pour deux. Il a gagné le pouvoir, elle a gagné en liberté. Une entreprise équitable, a-t-elle dit, donnant un rire méchant et lui demandant s'il était d'accord. Eugenio se souvient bien quand, il y a 1 an, il a reçu une lettre qui a détruit ses rêves. C'était un rôle officiel disant que le talent que la déesse du destin lui a donné était la magie blanche. Il était tellement choqué que ses yeux se sont ouverts énormes et une sueur froide coulait sur sa joue. Dans ce monde, lorsque la personne a été 15 ans, il est considéré comme adulte et que la déesse donne du talent, généralement avec des pouvoirs magiques. Cela marque la vie et définit l'avenir. La foule obtient généralement plusieurs talents, ouvrant la voie à de grandes choses. Mais Eugène n'avait que la magie blanche, ce qui a mis fin à son rêve d'être un épéiste magique et l'a laissé mal. Depuis qu'il a reçu le talent, sa vie n'a fait qu'empirer. Les collègues qu'il admirait autrefois l'ont maintenant ému au putain. Le titre de l'ancien meilleur étudiant est devenu une blague cruelle. Dans ce monde, la foule apprécie ceux qui ont plusieurs talents. Cherchant du réconfort, il a dit à sa petite amie qu'il endurait les omis tant qu'elle était de son côté, mais sa réponse froide, suggérant distance, il l'a cassé. La seule personne en qui il avait confiance tourna le dos, le laissant détruit. Fuite du passé, Eugenio est arrivé au nouveau gymnase voulant recommencer, mais les problèmes l'ont suivi.
Alors qu'il était perdu dans ses pensées, la reine du démon est restée. Tower la sortit du lit, le pressant de la libérer. Elle savait que sa magie blanche seule ne réalisait rien. Malgré la tentation, il a refusé fermement, surprenant la reine du démon avec son courage, alors qu'il lui servait un vin. Elle a commenté qu'il était différent de la foule qui l'aurait accepté sur le coup. Elle a rappelé que seul le directeur pouvait briser le sceau qui la tenait et a suggéré de conclure un contrat pour utiliser son pouvoir contre le directeur. Eugenio a trouvé l'idée absurde et lui a demandé de ne pas parler sérieusement comme ça. Il a admis qu'il n'avait aucune chance contre le réalisateur et que la reine n'y restait qu'à regarder. Ne sachant pas s'il était sérieux. La conversation a été interrompue par une annonce au gymnase. Un gigantesque feu avait éclaté. La reine a commenté la mer du feu, avec une voix pleine d'admiration. Eugenio a tout vu à l'écran, les yeux écarquillés. La sueur dégoulinant. Il a demandé si c'était le 5e niveau et voulait savoir comment la situation se trouvait dans la plaine et les autres régions. Se préparant à partir, il portait l'uniforme et la reine a tiré son manteau, lui demandant s'il partait déjà et a dit que sa mission avait été accomplie. Il a demandé si elle était en désaccord, expliquant que les étudiants du gymnase devaient répondre à tout arrêt étrange au donjon final, même si elle lui demandait de rester jusqu'au matin. Eugenio a promis qu'il revenait la semaine prochaine et est parti. En partant, la reine du démon se grognait, reconnaissant la manière sérieuse de l'enfant. Peu de temps après, le système d'avertissement du gymnase a annoncé qu'il y avait une situation anormale dans la dernière Dandia, la tour de Babel. Tous les étudiants et explorateurs de la ville ont dû s'équiper et courir à l'entrée de Dandia sur place. Le ton de l'annonce était urgent, répétant plusieurs fois dans les couloirs. Marquant le début d'une autre connerie que Gênes ne pouvait pas échapper, il est allé directement à la tour de Babel, le dernier donjon au cœur du continent sud. C'était l'un des plus grands donjons du monde et le pilier de la cité-État de Kraya. Par conséquent, Moon Magic Academy, où Eugène était inscrit, était le meilleur gymnase du continent sud. Mais protéger cette Dandia finale a toujours été une priorité, encore plus que les études. Même les explorateurs qui vivaient dans la ville ne se sont échappés de cette règle, parce que la sécurité de donjon est venue en premier. Beaucoup de gens se sont joints à l'extérieur du donjon, avec un visage d'inquiétude et de panique. La sueur coulait sur le front de la foule. Ceux qui chuchotaient, essayant de deviner ce qui se passait. Plusieurs ont indiqué que les meilleurs explorateurs étaient sortis et que la magie de la barrière qui était laissée ne pouvait pas tenir le feu de colère qui a brûlé à l'intérieur. Certains ont également déclaré que ce feu de cette taille n'aurait pas pu commencer naturellement, ce qui rend la foule encore plus nerveuse. Bientôt, ils ont donné l'ordre de sauver ceux qui sont restés coincés, d'enquêter sur ce qui a causé l'incendie et d'essayer d'éteindre l'incendie. Les étudiants ont rejoint l'équipement et se sont préparés à entrer dans le donjon. Puis Eugène a été vu à l'intérieur au 5e niveau du donjon final, où les flammes ont brûlé dur autour de lui. La chaleur étouffait et l'air plein de fumée, mais il ne s'est pas arrêté. Alors qu'il avançait l'enfer, il pensa au feu, notant qu'il était très étrange et a conclu que ce devrait être l'œuvre d'un monstre de feu. Cette idée lui a rappelé l'offre de la reine du démon. Pour conclure un contrat pour gagner une puissante épée magique. Mais Eugenio a rapidement exclu cela, se disant qu'il a libéré la reine qui a dominé la moitié du monde juste pour une raison égoïste était hors de question. Alors qu'il éteignait les flammes devant, il se figea quand il a vu une fille assise au milieu du feu. Elle était calme, quelles que soient les flammes qui l'entouraient, ce qui n'a fait qu'augmenter ses soupçons. Il se demanda si elle avait été laissée pour compte. Mais il s'est vite rendu compte qu'elle n'était pas une humaine normale. Observant mieux, il a remarqué que le feu semblait s'en sortir. Eugenio pensait qu'elle pouvait être un monstre déguisé et ne savait pas quoi faire. Soudain, la fille a commencé à pleurer. Eugenio a demandé si elle allait bien, mais elle a répondu avec des mots qu'il ne comprenait pas, montrant qu'il ne parlait pas la même langue. Il lui a prolongé un manteau résistant au feu, lui signalant de se couvrir. Au début, elle a été choquée, mais lorsqu'elle enveloppait dans la cape, les flammes de son corps ont commencé à diminuer. Ce petit geste a montré qu'il ne voulait pas faire de mal, et la fille semblait comprendre. Il se leva, le regardant avec un mélange de prudence et de gratitude. Eugenio, soulagé qui a réussi à communiquer, a tendu la main et a suggéré qu'ils sont sortis ensemble. La fille a hésité un peu, le bras toujours en feu, avant d'essayer de lui attraper la main. Quand ils ont touché, ses yeux brillaient de joie et elle sortit un cri excité. Mais son énergie a disparu rapidement et elle s'est évanouie. Eugenio l'a tenue de ne pas tomber, réalisant qu'elle n'avait que perdu connaissance. En même temps, il a remarqué que les flammes intenses entouraient de s'affaiblir, comme il s'y attendait. Il se demandait si elle était vraiment la cause de l'incendie, mais il n'y avait aucun moyen de s'assurer. Portant la fille inconsciente sur le dos, Eugenio a traversé le feu affaiblissant. Allé au départ du donjon. Dans sa tête, le feu sortant de son corps a clairement montré qu'elle n'était pas humaine. Il ne se sentait pas mal en elle et pensait qu'elle n'était probablement ni monstre ni démon. Elle semblait inquiète et il était désolé,
mais comme sa vraie nature était un mystère, il savait qu'il ne pouvait pas encore se détendre. Quand ils sont arrivés à la sortie du donjon, une foule a commencé à se joindre, criant qu'elle était coupable de l'incendie. Les voix résonnaient alors qu'il regardait la fille encore inconsciente dans ses bras. Les gens ont été choqués de voir le feu en sortir, et encore plus surpris que cette fille, qui a provoqué le feu, ait réussi à survivre à la mer des flammes. Certains ont émis l'hypothèse qu'elle devrait être une créature magique rare, mais d'autres ont continué à crier, la qualifiant de destroyer de Danja. Alors qu'Eugenio traversait la foule, certains ont indiqué que la fille semblait aller bien, tandis que d'autres ont continué à crier qu'elle avait détruit la Danja. Soudain, certains soldats ont arrêté Eugenio, l'envoyé pour les accompagner. Ils ont dit que le roi lui avait ordonné et qu'il devait emmener le destroyer de Danda à la cour. Eugenio a demandé pour que les soldats attendent, disant que la fille était encore inconsciente, mais l'un d'eux a crié que c'était absurde et lui a demandé s'il allait défier l'autorité du roi. Le soldat a également averti que toute résistance serait considérée comme une trahison. Eugenio savait qu'il ne pouvait pas risquer de contester le roi, alors il a accepté d'aller avec les soldats. À moitié, ils l'ont emmené devant le tribunal, où les ministres étaient attendus. L'un d'eux a frappé la table, dégoûté par les dégâts causés par le damien créé par les dieux. Sa voix était pleine de colère, disant qu'un destructeur de Dandia méritait une forte punition. Un autre ministre, de l'aile gauche, a souri légèrement et a commenté que la fille devrait avoir de rares compétences magiques, suggérant qu'il l'utilise comme base de progrès. Un troisième ministre, qui semblait plus de guerrier, a déclaré qu'ils avaient auparavant besoin de confirmer si la fille avait vraiment fait cela, demandant si les autres étaient d'accord. Eugenio a compris que la ville d'Andin de Carte, où il vivait, était entourée de 3 grandes puissances. Le royaume sacré de Cardia, qui a vénéré le donjon final et ne pardonnerait jamais un destructeur, la République de la Fédération de la Mer Bleue, formée par l'arrêt est étendue. Carte était comme un État indépendant, mais il y avait des représentants de divers pouvoirs, plusieurs petites nations, connues pour des conneries et des matins pointus, et le Grand Flair Empire, qui prêchait la suprématie impériale. Pour éviter l'escroquerie, les jurés ont été choisis dans chaque faction. Dans un procès, un ministre a déjà déclaré qu'il avait déjà suffisamment de preuves pour accuser la mine, demandant si quelqu'un n'avait pas remarqué les flammes quittant son corps. Une autre a dit qu'elle pourrait ne pas pouvoir contrôler ses pouvoirs et pourrait être un accident, se demandant si elle n'était pas trop tôt pour la condamner à mort. Car personne ne pouvait parler à la mine. Le Premier ministre a répondu que les flammes étaient effrayantes et l'enverrait sur place. Le deuxième ministre l'a fait arrêter vivant, disant que même sans comprendre correctement, la tuer comme celle-ci serait erronée. Eugenio était là, au bord de la pièce, sachant que même sans comprendre la mine, il n'était pas bon pour eux de vouloir que Stone la tue. Soudainement, il a ressenti une présence mystérieuse d'en haut et une flèche a été jetée pour tuer la mine sur place. Mais Eugenio était léger et utilisait de la magie pour détourner la flèche, éloignant la mine du danger. Son cœur s'est accéléré, car les choses étaient devenues plus lourdes que prévu. Au tribunal, il a regardé toute la foulée, sans crainte, a demandé à tout le monde de parler calmement. La pièce était silencieuse. Pourquoi personne ne s'attendait à ce qu'il parle cela dans la boîte, et même doutait s'il n'avait brisé aucune magie de protection. Mais il a été perdu dans ses pensées, essayant de comprendre pourquoi il avait couru dans la défense de la mine, donc sans réfléchir. Ensuite, le temps a changé. Une voix a annoncé que le roi était arrivé. Les portes se sont ouvertes et le roi Uther Mercure Pendragon est entré, avec la couverture impériale flottant derrière lui. Il a remarqué la confusion, a regardé Eugenio et a commenté la forte magie qu'il avait utilisée. Il a appelé Eugenio par son nom, et le garçon a répondu respectueux, appelant le roi comme réalisateur, disant qu'il ne s'était pas vu. Le roi Uther était le roi du donjon de la ville KF et également directeur de la Eugenio Academy, connu comme le plus grand sorcier du continent, le gars qui a rejoint Eugenio avec la reine du démon. Le roi a tout entendu, a dit calmement qu'il était important d'entendre tout le monde avant de décider. Le premier ministre a crié que la mine était criminelle, détruisait un artefact sacré et devait être exécuté à temps avec des mots durs. Un ministre des ELF était en désaccord, affirmant que la mine devrait être livrée à la Fédération Blue Sea, car sa puissance magique, si elle était bien utilisée, pourrait être précieuse. Le roi fatigué a dit à tout le monde de se calmer et a dit qu'il devait entendre ce que la mine avait à dire. Bruno est allé à Eugenio et l'a envoyé pour mettre le bracelet qui venait de lui donner. Eugenio était gênant, essayant de comprendre et a demandé ce que c'était à faire. Le roi a ri, disant qu'il n'avait même pas encore demandé son nom. Malgré la surprise, Eugenio a fait ce que le roi a demandé et a mis le bracelet sur son bras. Ensuite, le roi a demandé directement à Mina si elle comprenait de quoi il parlait devant le tribunal. À la surprise générale, elle a salué oui, avec une voix courte et des yeux larges, disant qu'elle comprenait les mots. La salle était silencieuse. Puis les chuchotements ont commencé, certains étonnés, certains choqués, car les sorts qu'ils ont utilisés contre elle n'avaient pas eu effet. Mais maintenant,
Elle a tout compris sans explication. Le roi, un peu surpris, lui a demandé de se présenter. Elle a hésité, avec un visage confus et triste, et a dit qu'elle s'appelait Sumira Sachi. Le roi a demandé d'où elle venait. Elle était sérieuse et a dit qu'elle ne savait pas que lorsqu'elle s'est réveillée, elle était dans une vaste herbe, sans se souvenir de la façon dont il y était arrivé. Cette partie de l'herbe a fait bouger les gens. Il semblait trop important pour ignorer. Le roi fronça les sourcils et lui a demandé s'il pouvait être une amnésie. À ce sujet, un monstre dans la pièce a crié en disant que personne ne devrait être dupe, que son histoire était trop belle pour être vraie, suggérant qu'elle faisait semblant. Sumira est devenue nerveuse, tremblant, les yeux fermés avec peur. Eugenio s'est rendu compte, s'est approché et a donné une touche douce sur son épaule, offrant sa main et disant qu'elle pouvait être calme, sans pression, lui demandant de respirer et de se détendre. Il a demandé si elle se souvenait de quelque chose alors que le murmure continuait dans la pièce. Le Premier ministre a insisté sur le fait que tout avait besoin d'un document officiel, mais un elfe a dit qu'il l'avait déjà essayé et que le sort de vérification n'y avait pas fonctionné. Le seul roi plus attentif pensait que cela montrait que ses compétences étaient uniques et que le sort ne fonctionnait pas à cause de sa nature différente. Il a dit au tribunal de considérer que les compétences utilisées pour remettre en question le Sumira pouvaient être erronées. Le Premier ministre de l'Église a déclaré que les évaluateurs avaient été expérimentés et que cela aurait dû être l'erreur. Le roi sourit avec malveillance et a dit qu'il pouvait clairement voir son espèce et son statut. Eugenio a été surpris et a demandé qui elle était. Le roi, toujours souriant sur le côté, a demandé s'il voulait vraiment le savoir. Avec un sourire, il a dit qu'elle était un humain de Haspi légendaire, qui pensait qu'il avait disparu depuis longtemps. Eugenio était béant de cette révélation. Le roi a expliqué que cette mine n'était pas de ce monde, qu'elle était d'une autre dimension, comme un univers réincarné. Et il a dit qu'à Moon Magic Academy, ils reçoivent ce genre de personnes, réincarnées par d'autres mondes. La pièce a été choquée et la mine semblait que le cerveau ne le traitait pas. Ses yeux étaient énormes par surprise lorsque le roi a révélé son réel. Eugenio, la regardant, il a ressenti un mélange de pitié et de compassion, voyant qu'elle essayait de comprendre cette nouvelle identité. Bientôt, quelques rumeurs ont commencé à rouler devant le tribunal, la foule se demandant si elle était vraiment réincarnée. Tout le monde a parlé bas et a échangé une idée, beaucoup discréditent. Parce que c'était la première fois qu'une réincarnée apparaissait là-bas. Eugenio, qui connaissait les histoires, savait que ces réincarnés venaient de mondes avec différentes civilisations qui ont été bénies par les dieux. Et parfois, ils sont revenus comme des courses spéciales. Le roi a déclaré qu'il n'avait pas été visité depuis un autre monde depuis longtemps. Eugenio, dans sa tête, pensait que trouver un réincarné était comme un rêve qui se réalisait, quelque chose d'impossible maintenant juste devant lui. Mais ensuite, le ministre s'est interrompu, demandant un instant au roi, demandant si la fédération Blue Sea pourrait rester avec la... Le roi lança un regard sérieux au ministre, qui voulait probablement tester ses pouvoirs. Le roi a dit que si la fédération voulait vraiment, il devrait payer les coûts de dommages de l'incendie qu'il a causé. Le ministre était nerveux. Transpiration, demandant si la fédération avait de l'argent pour jouer à cela. Le roi s'est excusé et est parti. Ensuite, le ministre de l'Église a demandé ce que le roi allait faire de son crime pour détruire Dungeon. Le roi a répondu que la destruction ne pouvait pas être sans punition, mais qui venait d'un autre monde devait être traité avec soin. Le ministre de l'Église a été choqué, a commencé à transpirer beaucoup et n'a pas été cru. Le roi a demandé si c'était ce que leur déesse avait enseigné. Avec un mouvement rapide, il a dit que Sumira n'était pas le démon du mal que les gens avaient peur, et que les accidents récents s'étaient produits parce qu'elle venait d'arriver et ne connaissait pas sa nouvelle course. Le roi a dit qu'être gentil à ces moments était la volonté de la déesse et a demandé au ministre si ce n'était pas comme ça. Le ministre, à moitié piégé, il a accepté, même mal à l'aise. Eugenio, au fond, s'est demandé la situation, en quelque sorte hors de la conversation, et a pensé que ce n'était pas son compte, mais une fois le procès terminé, la mine serait probablement emmenée dans un meilleur endroit pour elle. Par conséquent, un ministre a attiré l'attention du roi, se rappelant qu'Eugenio, qui a apporté la mine, était citoyen de l'Empire, et se demanda, il ne devait donc pas l'aider. Eugenio pensait que ce ministre ne semblait même pas l'appeler auparavant, mais maintenant que la vérité était venue aujourd'hui. Tona, son intérêt a changé. Il a compris que, en tant que citoyen impérial, il devrait vouloir les progrès de l'Empire, même s'il ne le voulait pas personnellement. Le roi, avec un sourire, a dit que ce ministre avait clairement des plans. Et il a annoncé qu'Eugenio serait le gardien de Sumira. Il a également déclaré que le gymnase allait payer les frais de restauration des dégâts d'incendie. Eugenio allait se plaindre, pensant qu'il n'avait aucune capacité, mais le roi l'a coupé, lui demandant s'il avait compris. Il est clair que dans la ville de sa parole était la loi, sans choix, Eugenio a accepté d'être le gardien de Sumira, mais était un peu sûr, sans être préparé, mais savait qu'il devait accepter, alors, avec la reine du démon. Elle a commenté que Eugenio était en retard parce qu'il avait été occupé à s'occuper de l'acceptation de l'autre monde.
Elle a demandé si c'était pourquoi il était arrivé en retard. Il s'est excusé. Il a dit que la semaine avait été retirée. La reine soupira bruyamment, se plaignant que Génio ne faisait que regarder cette étrange fille. Et a dit que tout était ennuyeux. Il a répondu qu'il ne pouvait pas éviter. C'était son ordre. La reine, sans patience, a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas connaître les excuses. Voyant cela, Eugenia s'est rendu compte qu'elle était de mauvaise humeur que la normale, et pensait qu'elle ne pouvait pas lui faire savoir qu'il allait rencontrer Sumira plus tard. Plus tard, Sumira s'est préparée devant le miroir, et quand elle a terminé, Eugenia a pris pour lui montrer le gymnase. Elle a répondu qu'elle était à la sienne. C'était déjà une semaine qu'elle était arrivée dans ce monde et ne se souvenait rien d'autre que le nom et qu'elle a été réincarnée en tant que PPE de la tribu du dieu du feu. Son corps vivait de libérer des flammes, se souvenant que maintenant elle avait cette nouvelle identité. Sumira savait qu'elle avait vu des choses dénuées de sens et faisait face à des situations effrayantes, mais être en sécurité au gymnase était quelque chose qu'elle a remercié. Cette semaine, ses seuls souvenirs étaient de vagues souvenirs de la famille, qui disparaissaient le même rêve. Elle se demandait si la vie ancienne n'était qu'une illusion. En regardant par la fenêtre, j'y ai pensé, me demandant qui ils étaient et si tout cela était réel. Mais à ce moment-là, elle n'a pas eu le temps d'y penser. Elle a été perdue dans les pensées jusqu'à ce que Génio appelle son nom. Sumira se figea, regardant fixé à la fenêtre. La voir comme ça a fait rappeler à Eugenia son nom, plus fort. Elle est sortie de la transe et a couru vers lui. Eugenia a commencé à montrer le gymnase, pointant où la foule duel. Et l'a emmené dans une zone appelée division des affaires scolaires. Sumira a commenté que l'endroit était magnifique. Alors qu'il marchait, un gars a demandé si elle était Sumira Sashi. Elle, toujours traumatisée à partir de ce qui s'est passé devant le tribunal, s'est retournée et tremblait. Ne pas savoir quoi faire si ce type était un danger. Il semble que Génio lisait sa pensée. Pourquoi a-t-il joué à la légère sur l'épaule de Sumira? Elle l'a appelé par son nom et lui a demandé de se calmer. Il a dit qu'il avait juste besoin de répondre aux questions du gars, que tout était calme. Le gars de lunettes a répété la question, « Êtes-vous vraiment Sumira Sashi ?» Comme Génio était avec elle, elle a trouvé du courage et a confirmé que oui, c'était elle. Ensuite, le gars lui a livré un document important, le badge étudiant et le manuel. Elle a été choquée, parce qu'il a réalisé que c'était comme son identité maintenant. Le gars a expliqué qu'il y avait ses infos personnelles là-bas, comme compétences et statuts, et lui a demandé de s'en occuper. Il y a ensuite accueilli dans une académie. En tenant le grand livre dans la poitrine, Sumira est entrée dans le couloir de l'école. Eugène a déclaré que la rencontre avec le gars avec des lunettes s'était bien déroulée. Il a demandé si elle était d'accord. Elle hocha la tête, répondit oui et sourit, disant qu'elle était heureuse d'avoir été acceptée au gymnase. Elle a remercié Eugenio les yeux brillants. Dire qu'il l'avait sauvée récemment et était très reconnaissante, en disant cela avec sincérité et même révérence. Eugenio a souri à la légère et a demandé si elle parlait de la cour, disant qu'elle n'avait pas à s'en soucier. Sumir le regarda et sourit, disant qu'il était très cool et chevalier. À ce jour, Eugenio montrait à son école, ce qu'elle appréciait beaucoup. Elle a plaisanté, demandant si cela ne faisait pas partie de son travail de gardien. Ils ont continué à marcher. Elle est super heureuse à déclarer que le livre étudiant était un peu grand, difficile à transporter. Eugenio a attiré son attention, disant de tenir et d'essayer de fermer le livre. Elle ne comprenait pas, mais quand elle a essayé, elle se mettait en route parce que le livre a disparu de sa main. Eugenio a expliqué qu'il pouvait rappeler le livre avec magie et a montré comment le faire. Sumira a répété, faisant réapparaître le livre dans sa main, clignotant par surprise. Eugène a été impressionné et a publié un UOU et Sumira a ri de la magie et de la praticité. Il a expliqué que le livre devait être génial parce que c'était l'identité de l'élève. Et j'avais besoin de diverses choses, comme entrer dans d'autres pays ou lieux publics. Sumira a compris et a commenté qu'elle était très pratique par rapport au livre grand et lourd qu'elle attendait. Pendant qu'il marchait, un groupe d'étudiants est passé et l'un d'eux a jeté un galet sur Eugène, plaisantant. Eugène s'est retourné et a demandé pourquoi il l'avait fait, disant qu'ils avaient fait mal. Les étudiants avaient peur et se sont excusés, mais l'un d'eux s'est approché de Sumir et a dit qu'elle était très mignonne. Fait même, et qu'elle devrait coller un peu avec eux. Avant de réagir, le gars a essayé de la prendre, mais Eugenio a rapidement tenu la main du gars et s'est arrêté. Sumira a été choquée parce que Eugenio l'avait défendu. Le gars a été énervé et a crié que Sumira devrait avoir ce gars inutile, parlant d'Eugenio. La tension a augmenté. Le gars a crié à Eugenio de libérer sa main et l'a appelé un lâche. Il a essayé de lui tirer la main, mais n'a pas pu obtenir une empreinte ferme d'Eugenio. Le gars était ennuyé. Eugenio tenait fermement. Le gars a averti qu'il pourrait le blesser. Eugenio a répondu en calme que s'il arrivait à ce stade, il allait juste guérir le gars de magie. Les autres étudiants ont échangé des looks et de faibles conversations. L'un d'eux, plus audacieux, a déclaré que Sumira devrait être celle de l'autre monde. Les autres ont remarqué et l'un a dit qu'il l'avait vue à travers le système satellite qu'ils ont continué à parler,
se demandant s'il était juste qu'une personne d'un autre monde soit là. Sumira a entendu tout confus et nerveux. Chaque mot semblait plus lourd. Lorsque le gars a demandé fort parce que quelqu'un de nature inconnue voulait rester au gymnase, elle a été choquée, mais s'est convaincue sur la tête. Il se souvenait qu'elle avait été invitée comme réincarnée et que juste pour cette raison, la salle de gym a donné sa chambre, pas pour qui elle était. Elle pensait que même si elle n'a jamais récupéré les souvenirs, je pourrais continuer à vivre là-bas. Mais ensuite, il se demandait si cela vivrait avec quelque chose qui manque. Et elle ne voulait pas ça. Ressentant déjà un mélange d'émotions et de doutes, elle a réalisé que Genio avait libéré sa main. C'est lui qui a fait ça. Sumira, pensant toujours, se demanda qui elle était vraiment. Avec un sourire excité, elle a dit à Eugenio qu'il y avait quelque chose qu'elle devait faire. Il a quitté la Daydream. Eugenius a envoyé pour continuer à marcher. Il se promettait qu'elle allait se souvenir de ce moment. Eugenio a attiré son attention. Il a demandé si tout allait bien et lui a dit de ne pas appeler ces gens. Elle n'a pas répondu sur place. Puis il a appelé son nom plus fort, la faisant exciter. Elle a montré une grande tour au loin, connue sous le nom de donjon final. Il a demandé si cette tour était où elle était entrée dans ce monde si elle n'était pas là. Eugenio a répondu qu'il le croyait. Sumira, pleine d'excitation. Il a dit que s'il était vrai, il voulait en savoir plus sur le donjon final. Il a dit peut-être là-bas pour se souvenir de quelque chose. Peut-être qu'il a même trouvé un moyen de retourner dans son monde. En écoutant cela, Eugénie s'est rendu compte qu'elle voulait revenir en arrière. Maison. Il savait que Dandy était plein de monstres inconnus et que même sans savoir à se battre, elle ne pouvait pas beaucoup aider. Mais il voulait toujours aider son rêve à se produire. Il a dit qu'ils sont allés ensemble. Et elle était très heureuse. Eugenia était avec le roi, directeur, qui a demandé comment Tura était après la confusion devant le tribunal. Eugenia a déclaré qu'elle s'adaptait bien à la vie au gymnase et avait hâte d'exploiter là dans la semaine prochaine. Le roi a souri et a dit qu'il était temps. Il a dit que Sumira était une visiteur importante d'un autre monde et que Genio, en tant que gardien, était responsable de sa sécurité. Peu de temps après, Sumira est apparue avec un bouclier, admirant la tour haute, le donjon final. Eugenio l'a appelée pour continuer à marcher. Elle a dit qu'elle n'aimait pas les façons formelles, je voulais parler bien, lui demandant de partir. Eugène était étrange d'utiliser les titres, mais a compris qu'il valait mieux faciliter la coopération dans Donjon. Il a accepté et a dit qu'il pouvait parler de bien, la faisant surpris. Ils sont entrés ensemble. Lorsqu'ils sont entrés dans la dernière Dandia, le Sumira a eu un moyen de voir le marché agité au premier étage. Elle était tout rouge, les yeux et la bouche ouverts avec étonnement, demandant s'il était vrai qu'il y avait un magasin à l'intérieur du donjon. Eugène a confirmé que oui, le premier étage était vraiment une zone de marché. Sumira était un peu perdue, pensant que c'était quelque chose d'un autre monde. Mais Eugenio a expliqué que la véritable exploration avait commencé au deuxième étage. Il a dit qu'ils pouvaient utiliser l'ascenseur pour grimper à tout étage qu'ils avaient déjà visité. Vous pouvez également revenir rapidement par l'ascenseur. Comme elle avait été trouvée au 5e étage, il pouvait y aller directement par l'ascenseur. Elle a été choquée, trouvant cela très pratique, et a demandé jusqu'à ce que la marche puisse aller. Eugène a déclaré qu'il pouvait monter au 9e étage. Pendant qu'il parlait, un cri élevé a interrompu. Eugenio a reconnu la foule de la Fédération Bleue de la Mer. Un homme chauve a envoyé les gars courir pour gagner le sol cette fois. Eugenio a déclaré à Sumira que cette foule était un peu de sang chaud, comme les gars qui aiment la confusion. Elle l'avait ignoré. Ils ont vu la foule vivante se préparer à attaquer un plancher de donjon. Eugène a demandé s'il montait dans les escaliers aujourd'hui, et Sumira a dit oui. En escalader les escaliers, Eugène savait que l'objectif était de quitter Sumira utilisé pour donjon. Et il valait mieux ne pas avoir de problème pour rien. Bientôt, ils sont arrivés au 2e étage, appelé la région de la prairie, avec de gigantesques champs à venir. Alors qu'ils y marchaient, Eugenio a dit à Sumira que les monstres pouvaient apparaître à partir de maintenant. Et il a averti qu'il ne pouvait pas utiliser la magie d'attaque. Il n'y avait qu'une seule barrière magique qui n'atteignait que quelques pas autour de lui. Elle lui a dit d'être proche de lui. Sumira a demandé ce qu'il voulait dire par ne pas pouvoir utiliser la magie d'attaque. Et Eugenio a expliqué que, généralement, lors de la lutte contre les monstres, la foule a enchanté les armes avec magie, car sans elle, l'arme était pratiquement inutile. Pour montrer, il a pris un petit couteau de sa ceinture et a coupé son propre doigt, faisant un saignement. Sumira a été choquée, n'attendant pas qu'il se blesse juste pour expliquer. Elle a appelé son nom, inquiet. La blessure était profonde, mais il était calme. Il a souri et a montré qu'il guérissait déjà. La blessure se fermait comme si la douleur n'avait même pas existé. Eugenio a expliqué qu'il avait enchanté le couteau de magie et qu'il brillait tellement. Il a même gardé le couteau à nouveau son propre doigt, mais n'a rien senti. Sumira était gelée, pas croyant. Elle pensait que le couteau allait blesser le putain. Mais Eugenio était entier. Elle a demandé comment cela était possible. Eugenio a souri et a dit que c'était le résultat de sa capacité, appelée Zero Attack Power.
Il a expliqué que lorsqu'un pistolet avec magie l'a frappé, la magie n'a pas fait mal, mais il l'a guéri. Sumira a été choquée par l'idée, réalisant que le gène ne pouvait pas attaquer la manière traditionnelle, mais en même temps ne pouvait difficilement être blessé. Il rit doucement et a dit que dans un combat à main, il s'est toujours rendu compte. Il a dit que s'il se présentait en danger, il ferait un moyen de les sauver tous les deux. Ils sont arrivés au 5e étage de la tour de Babel, où l'air était humide de mousse et d'herbe. Pendant qu'il marchait, Eugenio se demandait pourquoi il n'y avait pas de monstre là-bas. Il s'attendait à un défi, car en toute marche, il avait un danger. Il soupçonnait que les monstres avaient peur du pouvoir magique géant de Sumira et ne sont donc pas apparus. Il a réfléchi à l'impact que sa magie avait à cet endroit. Je n'avais jamais imaginé que ce serait si fort. Il pensait également que c'était peut-être une chance parfaite pour lui d'acquérir une expérience de combat. Mais a vu l'arrêt et le silence. Elle l'a appelé et elle a demandé si c'était là qu'il l'avait trouvé. Elle pensait qu'elle pouvait se souvenir de quelque chose là-bas. Il a mentionné que le paysage avait changé. Eugenio savait qu'elle avait raison. L'endroit environnant avait changé depuis la dernière fois. Il pensait qu'elle devrait peut-être s'habituer au labyrinthe avant de poursuivre la recherche d'indices, mais savait que Sumira n'était pas comme les autres. Cet endroit, qui était autrefois un champ brûlé, avait été restauré grâce à la magie des elfes utilisée dans le donjon final. Il était sûr qu'il ne restait plus rien qui pouvait être une piste. Cela lui faisait sentir que l'exploration de cet étage n'en valait pas la peine. Avant de suivre, il voulait demander à Sumira si elle avait remarqué quelque chose d'étrange avant de se rencontrer. Sumira a pensé un peu et a dit qu'elle se souvenait que des monstres étaient venus après elle. Eugenio a déduit que les monstres avaient fui lorsque ces flammes consomment tout. Elle ne se souvenait pas de beaucoup après ça. Il a réalisé qu'après l'avoir rencontrée, Sumira n'avait pas trouvé plus de monstres. Il ressentait un petit point d'espoir, même petit. Il pensait qu'un autre monstre était peut-être confronté. Elle pouvait se souvenir autre chose. Il a suggéré qu'il continue de marcher et de continuer à fouiller. Sumira, excitée, était d'accord à temps. Bientôt, ils sont arrivés au 6e étage de Babel, où ils ont trouvé un paquet de loups. Les monstres sont venus féroces, avec les griffes. Sumira, pleine d'adrénaline, a crié le nom d'Eugenio, se préparant pour le combat. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait le bouclier. Sa peur pouvait se sentir. Eugenio lui a dit de se calmer et de regarder les bons loups, mais a vu qu'elle tremblait encore et pensait que lui demander de se souvenir de tout ce était trop. Il a essayé de se rassurer, mais la situation était de plus en plus tendue car les loups montraient leurs dents et avançaient. L'esprit d'Eugenio a tiré. Il savait qu'il n'était pas temps de supposer de se concentrer sur la mémoire, mais dans la survie. Elle était de se concentrer sur le combat pour l'instant. Mais il ne pouvait s'empêcher de sentir que ce moment était important pour elle. S'ils ont survécu à l'attaque, il s'attendait à ce que quelque chose aide sa mémoire à revenir. Pour l'instant, c'est tout ce qui restait à combattre. Les loups étaient implacables, mais Eugenio avait la foi qu'il pouvait passer cet étage et continuer le voyage. Au fond, il savait que Sumira se battait toujours à l'intérieur, et il devrait être patient pour qu'il surmonte les défis. Sumira s'est préparée à la bataille. Une lumière brillait autour d'elle alors qu'elle activait sa magie, invoquant un bouclier. Eugenio a tout vu et a pensé que cette fois, il ne lui avait donné qu'une simple magie de bouclier pour se protéger. Elle a ensuite jeté sa magie contre les loups. Envoi d'une vague de flammes qui les impliquait. Le feu intense a fait courir les monstres. Sumira a été étonnée de les voir courir si vite, sans croire que sa magie avait si bien fonctionné. Eugenio pouvait à peine croire ce qu'il avait vu. Pensait, incrédule. Cela devrait être une blague que le pouvoir magique utilisait en disparaissant, attaquant les monstres comme s'il n'était rien. Il a réalisé que sa magie pourrait être au niveau des sorciers les plus expérimentés, peut-être même légendaires, comme le Bifi. Tout en traitant cela. Le Sumin s'est rendu compte que son bouclier était en feu. Eugène était confus et a demandé si c'était une sorte d'amélioration. Sumir n'a pas beaucoup compris. Il a ensuite expliqué que c'était une magie qui a ajouté des effets élémentaires aux armes et à l'armure. Ses yeux brillaient d'excitation et elle a demandé si c'était vrai. Eugenio s'est demandé, se souvenant de sa propre formation, où il avait besoin de sorts spécifiques pour donner ses améliorations. Le pouvoir de la disparition avec tous ses lignes construits, il a commencé à considérer que son pouvoir pouvait aller bien au-delà de ce qu'il imaginait. Malgré cela, ils ont continué à chercher des monstres, en espérant que quelque chose éveillerait les souvenirs de la disparition. Mais jusqu'à présent, rien qui n'a vraiment aidé. Ils ont grimpé plusieurs étages, mais aucun combat décent n'est apparu. Plus ils ont grimpé, plus Eugenio a ressenti le poids de la situation. Il n'avait pas prévu d'aller aussi loin. Et juste avant le 10e étage, Sumir a demandé si le patron dedans était là. A confirmé Eugenio. Sachant que ce passé serait dangereux, surtout incapable d'utiliser de la magie offensive pour la protéger, il a hésité, se demandant si c'était une bonne idée d'aller de l'avant. Peur de ne pas pouvoir la protéger.
Il se souvenait avoir vu plusieurs boss vaincus par la transmission du système satellite. Et même si je devais protéger pour disparaître seul, je savais que ce serait difficile. Avec un cœur serré, il a attiré son attention et lui a demandé ce qu'il voulait faire. Le résumé, avec un mélange d'excitation et de détermination, a déclaré qu'il voulait continuer, désireux de tester son pouvoir. Il sourit, lui a tiré la manche et a même taquiné, disant que bien qu'il ne soit jamais venu si loin, il devrait au moins essayer. Eugenio se souvenait des moments où ils lui ont dit d'abandonner parce qu'il ne pouvait pas utiliser de magie offensive qu'il ne pouvait pas. Mais en tant que gardien de la disparition, je ne savais pas. Je pourrais l'abandonner. Avec un soupir, il a laissé ses pensées et a souri, disant qu'il devrait essayer de disparaître, plein de volonté. Convenu. Quand ils sont arrivés dans la salle du patron, l'ambiance était tendue. Un énorme monstre, une gigantesque bête, a dominé le centre de la pièce. Un homme avec une armure était par terre, regardant un autre aventurier essayant de s'échapper. Un monstre a élevé l'un des aventuriers avec son pied, prêt à l'écraser. Eugenio a ressenti la taille de la différence. L'homme ressemblait à un jouet entre les mains de la bête. Le monstre était furieux, les yeux brillants de la colère, laissant échapper un rugissement terrifiant qui accélérait le cœur d'Eugenio. Il a averti la disparition de faire attention alors qu'il expliquait les règles de contester un chef de marche. Il était nécessaire de déclarer officiellement le défi pour que la bataille soit reconnue par Dinjon. Sans cela, ce n'était pas un raid légitime. Leur idée était de regarder le patron pour décider quoi faire. De loin, ils ont vu un groupe face au monstre. Ils étaient des aventuriers de la Blue Water Fédération, qu'ils avaient déjà vus. Le patron détruisait les aventuriers, blessant beaucoup d'entre eux. Sumir était de plus en plus inconfortable de voir cette scène brutale et ne pouvait plus le supporter, a décidé d'intervenir. Sa réaction a attrapé Laon, un autre aventurier, par surprise. Il a été choqué par sa décision, mais Aon a rapidement essayé de s'arrêter, pointant vers le ciel pour attirer son attention. Sumir a vu un petit drone voler. Kaon a expliqué que les officiers du donjon pour surveiller les batailles. Il a dit que l'entrée dans la zone du boss sans autorisation punie. Dans le pire des cas, il pouvait même les interdire de donjon. Sumir a été horrifié, sans croire la règle. Voyant son désespoir, il soupira, comprenant son désir d'aider. Mais sachant qu'il ne pouvait rien faire. Le défi avait déjà été déclaré par les aventuriers et les interférences externes ont été interdites. L'ONU a rappelé qu'il ne pouvait entrer que ceux qui ont reçu une demande officielle d'aide de ceux qui sont déjà dans le combat. Sumir est devenu encore plus horrifié, se sentant désolé pour les aventuriers qui ont combattu le monstre implacable. Aon a reflété que la règle était cruelle, mais a pensé qu'il était important de disparaître la réalité des batailles dans Dinjon. Il espérait que cette expérience enseignerait la dureté de ce monde. Sumir a continué à regarder réticent car les aventuriers ont été renversés à plusieurs reprises. Ils étaient clairement désavantagés, et l'effort semblait inutile contre le pouvoir écrasant du patron. L'un des aventuriers presque inconscient, a rampé à Aon et a disparu, suppliant de l'aide au nom des compagnons blessés. Le résumé a essayé instinctivement d'aider, mais Aon l'a tenu, demandant de rester en place. Puis le survomissait seul contre le boss. Sumir était tonite, gelé de peur. Son visage était pâle et la sueur coulait alors qu'il regardait la scène. Le monstre rugissa si fort que le sol se rasait, mais Aon était ferme, sans se retirer devant la bête. Le monstre a attaqué avec une énorme force, frappant Anon avec une gigantesque arme. L'impact a généré une vague de choc et un nuage de poussière et de débris. Sumir a été pris par la peur et appelé Eugenio dans une panique. Lorsque la fumée s'est baissée, à la surprise de tout le monde, Eugenio était ferme, bloquant l'attaque colossale avec un bouclier magique portant une seule main. Le cœur de Sumir a tiré entre le choc et l'incrédulité. Eugenio est resté calme et a demandé aux aventuriers qu'ils se tenaient encore pour aider leurs camarades et reculer immédiatement. Les aventuriers, malgré leur peur, ont convenu et ont commencé à se retirer après les ordres. Laisse tomber la tête de la phase à temps. Le monstre colossal, Boardao parce que son attaque a échoué, a laissé échapper un rugissement de la colère. La jambe géante levée en l'air, prête à écraser Eugenio sur le sol avec tout ce qu'il avait. Mais Eugenio, fermeté. Il souleva le bouclier magique brillant à nouveau, une lumière presque aveuglée. Lorsque l'énorme pied du monstre a frappé le bouclier, la force n'a pas renversé Eugenio. Cela à l'esprit était garanti, peut-être que nous ne pouvons pas tuer directement le boss, mais ne tombons pas ici, non, le bouclier, connu sous le nom de grand bouclier de lumière, a continué à tenir l'attaque folle du monstre, voir que le réglé n'a pas fonctionné. L'animal a envoyé un coup dur avec le bras géant. L'impact du punch sur le bouclier d'Eugenio a fait un bruit tonitruant qui résonnait sur le champ de bataille. Le sol tremblait et quiconque regardait a été arrêté, paralysé par la force de ce choc. Suir avait la bouche ouverte, les yeux écarquillés. Je ne pouvais pas croire la force que Eugenio a montrée. Les autres aventuriers ont également été étonnés, ne comprenant pas comment un gars seul tenait les attaques de ce terrible monstre si bon. Le monstre de plus en plus frustré a tenté de frapper Eugenio avec un club géant. Mais le bouclier brillant a tout tenu.
Chaque tentative qu'il a échoué n'a fait que rendre le monstre plus ennuyé. Les attaques étaient désespérées et désorganisées. Pure colère parce qu'il ne pouvait pas frapper à cet humain qui semblait insignifiant. L'animal a commencé à se fatiguer. L'énorme corps et auparavant plein d'énergie montrait maintenant des signes d'usure. Une étrange sueur coulait de lui alors qu'il versait, essayant de récupérer son souffle. Les aventuriers, voyant cela, étaient sans voix, choqués. Leur commandant, un gars chauve avec moustache, a déclaré que le monstre avait cessé d'attaquer parce qu'il était de la fatigue morte. Un subordonné, toujours sous le choc, a demandé si cela s'était produit auparavant. Eugenio s'est rendu compte que le monstre allait faire une pause et en a profité pour sortir de la gamme d'attaque, marchant tranquillement, sans rayures même après le combat de bras bas. Alors qu'il revenait, avec cette ambiance qui est en plein contrôle, Samir a couru vers lui, tout excité. Les yeux brillaient d'admiration, elle l'a appelé tous ravi, mais Eugenio est resté à la sienne, vraiment, disant calme qu'il gagnait du temps pour que les gars échappent à la zone de défi. Pour lui, ce combat n'était pas grand-chose. Il a regardé les autres et a demandé si tout le monde allait bien. Les aventuriers, toujours en rétablissement, se sont joints près du commandant blessé et soutenus par la foule. Malgré la douleur, il a beaucoup remercié Eugenio pour avoir sauvé leur vie. Mais la douleur a tellement serré qu'il a crié avec agonie, et un subordonné a couru pour aider à soulager la souffrance. Eugenio, voyant que le commandant était mauvais, n'a pas perdu de temps et a utilisé sa magie avancée de la guérison. Une forte lumière impliquait le commandant de la Fédération Agua Azul. Et rapidement, les blessures ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Le commandant a été choqué, se déplaçant dans le corps restauré, disant que tout était vraiment guéri. Eugenio s'est ensuite tourné vers les autres blessures et a demandé à montrer les blessures avec précision. En regardant le vide, en pensant que bien que tout le monde est récupéré, ce rôle n'a apporté aucun nouvel indice à Samir pour découvrir son passé. Il était aussi un peu bouleversé parce que Samir a dû voir cette scène tendue. Mais il pensait que cela la rendrait peut-être plus préparée au défi qui viendrait. Décidant qu'il était temps de s'arrêter, il a appelé Samira et a suggéré qu'ils ont donné du temps. Elle se tenait un peu inconsciente au début, mais a accepté et s'est préparée à continuer. Ensuite, le commandant de la Fédération Blue Agua a interrompu, demandant l'aide du cœur, expliquant leur situation difficile. Il a dit qu'avec la force actuelle, il n'y avait aucun moyen de renverser la tête de la phase, mais que la performance d'Eugenio avait été inhabituelle, voire à moitié réticent. Eugenio a vu le commandant, qui était ferme dans l'idée qu'avec l'aide d'Eugenio, il pouvait surmonter le patron. La sueur est apparue sur le front d'Eugenio. Il était nerveux. Mais il a répondu qu'il avait remercié sa confiance, mais il ne pouvait pas utiliser la magie d'attaque. Le commandant n'a pas abandonné, a suggéré qu'Eugenio ait travaillé avec leurs meilleurs soldats, formant une équipe de haut niveau pour affronter le patron. Eugenio a hésité, a déclaré que c'était toujours difficile et s'est excusé, disant qu'il ne pouvait pas s'empêcher. Le commandant désespéré a insisté sur le fait que l'équipe était les meilleurs guerriers et que c'était la meilleure chance qu'ils avaient. Eugenio a gardé la position, a dit que ce n'était pas vraiment. Dmitri a expliqué que cette attaque était cruciale parce que le trésor de cette phase était la clé pour sauver leur royaume s'ils échouaient, le royaume tomberait, il a dit qu'il ne pouvait pas affronter le roi et le peuple s'ils se tournaient des mains vides. Eugenio a compris pourquoi la Fédération Agua Azul était pressée. Il a regardé Samir et s'est demandé si elle avait assez de force pour gagner seule. La voyant nerveuse et sans contrôler le pouvoir, elle était inquiète. Malgré cela, il a appelé Samir, lui a demandé la main et quand elle a donné, une forte lumière les a impliqués tous les deux. Samir avait peur, regardant Eugenio sans comprendre ce qui se passait. Il a expliqué en calme qu'il s'agissait d'une connexion de mana, une technique pour emprunter le mana de l'autre. Elle était un peu en doute, mais il lui a dit d'être calme. Qu'elle avait juste besoin d'être elle-même, tandis que leurs mains étaient encore unies. Eugenio s'est demandé cette technique de connexion mana. Cela a toujours été un moyen de partager l'énergie du groupe, mais avait ses risques. Avant, quand il essayait avec d'autres personnes, son mana géant a fini par effacer les autres. Rendre tout inutile. Mais cette fois, il a ressenti une lumière d'espoir. Peut-être que le mana monstrueux de Sumir, qui venait de s'aligner en tant que demi-dieu, a fait une différence. Au fur et à mesure que la connexion devenait plus forte, le corps d'Eugenio a commencé à se réchauffer. Le flux intense de Sumir le dépassait, et il se demandait s'il n'avait pas pris trop d'énergie d'elle. Il laissa tomber sa main, avec un sourire soulagé, remerciant, alors qu'elle était encore un peu perdue avec la situation. Puis Eugenio a baissé et a pris une épée qui était sur le sol à proximité, pensant qu'il allait emprunter pour le moment. Il n'avait pas pris d'épée pendant un certain temps,
et il a ressenti un mélange d'anxiété et de doute alors qu'il attrapait le pistolet. Canalisez votre énergie. Il a utilisé la magie pour renforcer l'épée, qui a commencé à briller avec une lumière rayonnante. Il a été impressionné par la luminosité, totalement différent de l'apparence simple qu'il y avait il y a quelque temps. Même avec la mise à niveau, Eugène savait que l'épée n'avait toujours pas réalisé de gros dégâts. Pour s'améliorer, il a utilisé une technique appelée épée de fleurs démoniaques, mélangeant son mana avec celle de Sunir. Le résultat a été incroyable. L'épée avait une lueur rouge mélangée à des coups de mana blanc, créant une aura d'un autre monde. Voir l'épée transformée a donné à Eugenio un gaz. Ce succès en silence. Il a réalisé que la lumière rouge et la puissance de l'arme restaient fermes, même après avoir mis son propre mana dedans. Le mélange d'énergie a montré que sa puissance et sa disparition étaient en parfaite mélodie. Confiant, il s'est préparé à affronter la tête de la phase. Avec détermination, il a sauté en avant, prêt pour la bataille. Un homme chauve du groupe a crié pour qu'il attende. Eugenio se souvenait de la promesse qu'il a faite auparavant, lorsqu'il a accepté d'aider la foule, qu'il recevrait les récompenses après avoir vaincu la tête de la phase. Mais il avait son propre état, voulait tester les limites de l'épée de fleurs démoniaques. Concentré sur le défi, il a décidé de faire face au boss seul, voulant prouver la force de la nouvelle arme. Il a fermement déclaré sa décision, semblant fixé à l'ennemi géant. Avec un soupir, il a dit qu'il allait faire face à la tête de la phase 10 seul. L'appareil qui a transmis les événements de la tour a annoncé que la demande de vaincre le chef de la phase 10 par l'aventurier Eugenio Santafield avait été acceptée. Souhaitant bonne chance, Eugenio était ferme. En tenant l'épée avec une aura rouge vif et des bandes légères argentées, les yeux fixes sur l'énorme monstre. La créature, qui se remettait toujours de la fatigue, semblait ennuyée, la colère suspendue dans les airs. Alors qu'il se préparait, un souvenir rapide a traversé l'esprit. Le tirant vers le passé. Il se souvenait du rêve de devenir un épéiste démoniaque, détruit par la prophétie de la déesse. Même avec la forte nouvelle, il n'a pas baissé l'objectif. Il se souvenait que son père avait enseigné l'épée dans l'enfance, des leçons qui sont devenues une réflexion, une partie du corps. Ces souvenirs ont montré l'effort implacable qu'il a fait pratiquer sans arrêt, même lorsqu'ils ont dit qu'il n'avait pas de puissance offensive. De retour au présent, Eugenio s'est préparé à utiliser la technique de signature de la famille Santafield, le cataclysme de la résonance de résonance céleste. Avec jumelle. Un esprit vif, il savait qu'il était temps de libérer la puissance totale de l'épée démoniaque. Avec précision et vitesse, il a donné un coup dur qui a jeté le monstre, qui est tombé lourd sur le sol. Le monstre rugissa furieusement. Il se leva vite et jeta une pierre géante vers Eugenio, essayant d'attaquer de loin. Les gars qui ont regardé étaient en suspense pendant qu'il détournait agile de l'attaque. La pierre a frappé le sol avec un coup qui a élevé la poussière et des morceaux volant partout où la foule s'est protégée et s'est enfuie. Le combat a montré la puissance absurde de chaque coup que le monstre était ferme. Préparer une autre attaque. Mais Eugenio ne s'est pas secoué, concentré sur la réflexion sur le jeu suivant. À proximité, Sardonov a regardé inquiet, montrant à un autre observateur la ligne blanche sur le sol qui a marqué la limite de l'arène. Il a expliqué que cette ligne séparait la zone du combat à l'extérieur, fonctionnant comme une barrière essentielle. Rester hors ligne était en sécurité contre les attaques du boss, bien que les coups perdus puissent toujours être dangereux. Donovan était inquiet, avertissant que la situation pourrait empirer si quelqu'un à l'extérieur interférait. Eugenio, au milieu de la bataille, était conscient de la position délicate de Sumir, qui était en dehors de la ligne. Il a jeté un coup d'œil et a vu qu'elle était en sécurité, mais cela le rendait un peu inconfortable. Il se souvenait de rester calme, sachant que des préoccupations externes pourraient perturber son contrôle de l'épée. Il a signé encore plus son poing et a réaffirmé la tension. Déterminé à mettre fin au combat avant que quelqu'un ne se blesse, il a activé le style de l'épée jumelle céleste et a visé le troll géant. Le troll, le voyant venir, a donné un rugissement féroce et laissé, prêt à contre-attaquer. Lorsque Eugenio s'est approché, il a utilisé une autre technique appelée Windform Heavenly Step, qui a augmenté l'agilité et a permis à la défense des trolls avec précision. Il secoua l'épée, se disant qu'il était temps de renverser la bête. Le coup a énormément frappé, visant directement au troll. Le monstre a essayé de bloquer avec son bras, mais le coup était trop fort et a coupé le membre. Le troll a crié de douleur. Le sang coule sombre par la blessure. Eugenio s'est rapidement éloigné, prenant le temps de se restaurer, gardant les yeux sur l'ennemi. Il a réalisé que le coup était efficace, mais il s'est fatigué, car son homme rouge était presque à la fin. Il savait qu'il n'avait donné que pour une autre attaque finale. Dans cet esprit, il s'est préparé à la technique décisive. Il a activé la résonance céleste jumelle, visant le coup épais du monstre. L'épée a libéré un arc d'énergie rouge qui a coupé le coup de troll avec une précision mortelle. Mais Eugène ne s'est pas arrêté là. En même temps, il a activé d'autres techniques. Forme de feu et danse du lion. Il a visé le ventre et le cou du troll avec une attaque synchronisée, libérant une séquence de coups qui brûlaient avec son intensité de mana rouge.
Sa capacité d'épée était spécialisée pour ce genre d'attaque puissante. Et c'était imbattable. Couper le corps géant du troll et le réduire à un tas de vis sans vie. L'animal est tombé au sol avec un accident qui a fait le sol jusqu'à ce qu'il se fissure. Eugène haletait. Son épée brillait toujours faible avec de l'énergie. Le drone qui tournait là-haut a annoncé sa victoire d'une voix forte, le qualifiant de conquérant du chef de la phase. Les compliments sont des compliments pour la performance. Il se tenait pendant un certain temps, les sueurs coulant de son visage, montrant à quel point la lourde mentale. Il regarda le cadavre du troll, sentant le poids de la réussite tomber dans la forme. Dans sa tête, il savait que bien que les techniques soient fortes, ils avaient encore beaucoup à s'améliorer s'ils voulaient atteindre le niveau dont il rêvait. Il a pensé à ce qu'il pouvait faire pour évoluer, comme dominant d'autres types de mana en plus du blanc et du rouge qu'il avait déjà. Même avec juste un peu de mana rouge de l'épée Sumirna, il a réussi à vaincre la tête de la phase 10. Cela le rendait un peu idiot, se demandant s'il l'avait vraiment fait. Soudain, il a entendu quelqu'un appeler son nom. C'était Samir, qui coulait tout excité, le visage brillant de bonheur. Elle sauta sur son câlin, faisant un câlin plein de joie. Il était à moitié réaction au début, choqué par le geste. Mais le Samir ne se souciait même pas de sa réaction et a continué à être tous fiers de la conquête. Puis elle est partie, un peu gênée, s'excusant d'être impulsive. Eugenio secoua la tête, disant que tout était calme. Il a reconnu que cette victoire était une marque importante lors de sa marche. La première fois, il a vaincu un chef de phase, en supposant, avec un visage brillant et un léger rinçage, la félicité du cœur. Eugenio se gratta la tête, timide, remerciant son soutien et reconnaissant son rôle dans la réalisation tout en tenant l'épée. Il réfléchit davantage au combat et réalisa que le mana rouge de Sumir était presque à 0 dans l'épée. Il savait que sans son aide, la victoire aurait été impossible. En regardant la lame, il a réalisé que le mana rouge se terminait et il a calculé qu'il ne pouvait faire que 2 coups supplémentaires avec la puissance restante. Il a pensé au défi à venir, comment se battre sans surcharger pour prendre le relais. Elle s'est approchée du groupe de Fédération Agua Azul, où les aventuriers l'ont célébré en tant que champion. Le chef de groupe a parlé avec un grand respect, affirmant que le sauvetage et la défaite du boss ont déjà montré la valeur d'Eugenio. Même avec cela, Eugenio voulait partager tous les articles et trésors que le patron a abandonnés avec le groupe. Il a seulement demandé à garder l'épée qu'il avait attrapée en récompense, et tout le monde a accepté le bien. Ils sont allés à l'ascenseur, se préparant à quitter le labyrinthe. Alors qu'ils montaient, Sumir avait un large sourire, disant que c'était une messe de gagner quelque chose d'important. Et a demandé si Eugenio se sentait vraiment. Il l'a regardé, un peu choqué et admiré à son ambiance, et a accepté, mais a rappelé qu'en tant qu'aventurier, il était important d'être intelligent avec les autres pour ne pas profiter de sa bonne façon. Pendant qu'il était là, son esprit s'est rendu à un éclair du passé, se souvenant que son père disait que leur famille, bien que bonne avec des épées, ne les utilisait pas pour l'égoïsme. Le père a expliqué que la devise de la famille était de protéger les autres. Une responsabilité transmise de génération en génération. Quand Eugenio a demandé pourquoi, le père a dit que leur épée devait protéger les gens. Apporter de la joie et des sourires à ceux qui ont protégé. Un sourire, a dit le père, peut apporter beaucoup de bonheur et d'épanouissement à ceux qui ont imposé l'épée. Enfant, Eugenio s'est entraîné avec une épée en bois, mais n'a pas compris cette idée d'utiliser l'épée pour rendre les autres heureux. Il a demandé à son père, qui lui a assuré qu'il allait comprendre cela au fil du temps. Revenir au présent. Eugenio pensa aux paroles de son père, réalisant qu'il comprenait maintenant le vrai sens. Il a admis qu'il avait oublié cette leçon importante. Parce qu'il était trop concentré sur la maîtrise du chemin de l'épée. Cet objectif lui avait fait perdre le but le plus profond que son père a parlé. Samir s'est rendu compte qu'il était distrait et l'a appelé, le ramenant. Il sourit ouvert, fermant les yeux un instant. Dire à quel point c'était bon d'aider les autres. Je sentais que c'était un sentiment précieux, qu'aucun argent payait. Ailleurs, au Lycaon Magic Gym, une femme assise sur une chaise imposante a regardé Eugenio aller à l'écran satellite de la tour. Son visage s'assombrit quand il a vu leur interaction. Assis au bureau, avec des documents dispersés, elle murmura avec un sourire tordu qu'Eugenio était la sienne. Il était en colère juste à penser à disparaître à côté de lui et à jurer qu'il ne pardonnerait pas à la fille. Sa haine n'a fait que grandir alors qu'elle n'arrêtait pas de regarder et de penser au plan et au plan. Puis Eugenio a semblé griller avec la reine du démon, un sourire léger sur son visage alors qu'il le félicitait d'avoir battu la tête de la phase 10. Elle a pris une gorgée élégante, avec une expression satisfaite. Eugenio regarda de son œil, ne comprenant pas ce qu'elle pensait. La reine du démon a encouragé à rechercher des réalisations encore plus grandes. Avec un sourire rouge sur son visage, disant que vaincre le boss était un moyen efficace de passer du temps. Eugenio a répondu à bien que la reine a rendu la parole facile et a admis que la victoire n'était possible qu'en raison du mana Sumir. Un fait qu'il pensait mériter d'être reconnu.
Il a été surpris que lorsqu'il parlait de Samir, la reine Avonia n'a pas réagi visiblement. Il est laissé confus. Depuis qu'elle a toujours pensé qu'elle était très jalouse. À l'intérieur, il se demanda pourquoi elle était si calme. La reine des démons a regardé Eugenio et a commenté que lui et la disparition semblaient très proches. Demande si elle avait tort. Eugenio a confirmé qu'ils étaient proches, expliquant qu'après tout, il était le gardien de Sumire. La reine des démons a fait une sorte de bouche, de la moue, mais à l'intérieur, je savais qu'Eugenio pouvait faire ce qu'il voulait. Elle se dit que ce n'était pas son problème comme Eugenio. Le temps, mais a eu du mal à cacher la curiosité. Elle a ensuite demandé si elle supposait qu'elle s'était déjà adaptée à ce monde. Eugenio a répondu que ce n'était rien de beaucoup, la laissant de côté. En pensant à la relation avec la reine du démon, il s'est rendu compte qu'il avait un lien avec elle qu'il ne pouvait pas avoir à prendre le relais. La reine du démon a demandé s'il comprenait qu'il jouait au gibier mental avec elle sans s'en rendre compte et clarifier. Peu importe ce qui a roulé, elle serait toujours de son côté. Le lendemain, Eugenio est arrivé à Samira et a suggéré de continuer le rouleau par le gymnase qui avait été interrompu auparavant. Alors qu'il marchait, Eugenio était fatigué et le Samir était la moue, se demandant s'il ne se reposait pas correctement. Il l'a emmené dans une zone du gymnase et a indiqué un grand bâtiment, qui était le bureau de la guilde étudiante. Samir a été surpris, demandant s'il était vrai qu'il n'y avait qu'un bâtiment uniquement pour Gemio. Eugenio a expliqué que Gemio était un groupe de haut niveau au gymnase, ce qui a justifié le grand bâtiment. Il a également montré que d'autres bâtiments se ferment, utilisés pour les clubs et les cours. Alors qu'il suivait le trajet, Samir avait un sourire ouvert et son visage au rinçage, pensant que cette balade faisait partie du travail d'Eugenio, que le roi lui avait passé. Mais elle était toujours heureuse de passer ce temps avec lui, appréciant le moment. Soudain, quelqu'un a appelé Eugenio par derrière. Une fille aux longs cheveux noirs et une cicatrice sur la tête courait toutes excitées et le serrait dans ses bras, lui demandant s'il était allé lui rendre visite. Eugenio a été visiblement choqué par le câlin inattendu. Et le Samira a fermé les yeux, congelé. Demandé qui était cette fille qui a étreint Eugenio si bien. Eugenio a repoussé la fille, essayant de créer de l'espace et lui a demandé de se calmer, expliquant qu'elle montrait que le gymnase disparaissait. Il a appelé la fille par le nom, Sarah, demandant une licence pour l'instant. Samir se tenait immobile, traitant toujours ce qui s'était passé, commençant à imaginer si Eugenio et cette Sarah avaient une offre. Sarah s'est tournée vers Samir et a appelé son nom pour confirmer. Après un demi-moment, il a dit que pour suivre Eugenio, en supposant qu'il devrait être réincarné. Samira sentait, se présentant nerveuse comme Sachi Uji, ses mains tremblant en regardant Sarah ressentant le poids de la situation. Cette fille, Sarah était dans un tourbillon de pensées. Que voulait-elle avec Samir? Pourquoi était-ce si insistant? L'ambiance était lourde et Samir ne savait pas comment réagir. Sarah s'est présentée, disant qu'elle était une candidate à l'épée sacrée du territoire de Santo de Chaldia et qu'elle était actuellement présidente de l'Académie Student Guild. Les yeux de Samira ont posé par surprise et sont devenus encore plus choqués lorsque Sarah a révélé qu'elle avait été une compagnie d'Eugenio. Le mot compagnon était dans les airs. Et Samir a rapidement demandé ce que Sarah entendait par là. Sarah a seulement averti le sourire et a expliqué que dans le passé, elle et Eugenio avaient été de la même équipe, grimpant la tour ensemble. Là, lorsqu'elle est entrée dans le gymnase il y a un an, tandis que Sarah a parlé, Eugenio a éternué, brisant l'humeur. Il était un peu sans sac pour parler des filles et de la magie, avec un visage dont il voulait que cela se termine bientôt, pour retirer le chat. Il a expliqué que Sarah était à l'origine une princesse qui ne pouvait pas jouer avec la magie. Il a continué à dire qu'à ce moment-là, le talent de Sarah commençait à s'épanouir et qu'elle était l'une des rares capables de manier l'épée sacrée. Une arme rare et puissante. Samir ne pouvait pas cacher la surprise. Les paroles d'Eugenio semblaient expliquer le lien entre lui et Sarah. Mais elle était plus curieuse de ce qu'il voulait dire quand il a dit que leur équipe était terminée. Le ton d'Eugenio a un peu changé et il a expliqué qu'en raison de la croissance du talent de Sarah, l'équipe a finalement rompu. Elle était devenue plus forte et leur amitié est devenue un peu éloignée. Samira a tout entendu avec prudence et a commenté qu'il semblait qu'Eugenio avait gardé une trace de tout ce qu'ils avaient fait, en particulier en mentionnant le temps de la 9e phase. La mention de la 9e phase semblait avoir activé une mémoire lointaine pour Sarah et Eugenio. Mais Sarah a rapidement changé le sujet, voulant se détourner. Il ne fallut pas longtemps avant que Sarah, ressentant la tension, ne parlait à nouveau, disant qu'il devrait repartir de zéro, former une nouvelle équipe. Elle a souligné qu'Eugenio ne devrait pas former une équipe avec la fille qui était de leur côté, se référant à la disparition. Ce discours a laissé Samira sous le choc. Elle écoutait tout. Mais c'était comme une gifle au visage. Les mots ont coupé sa pensée, qui à un instant ne pouvait pas croire ce que Sarah venait de dire. Samir regarda Eugenio, clairement confus, ne comprenant pas pourquoi Sarah dirait cela. Cela ressemblait à une attaque personnelle,
mais elle a été tellement surprise qu'elle ne pouvait pas répondre sur place. Voyant l'expression de la disparition, Sarah se tourna vers elle avec un regard d'inconfort. Désolé, expliquant que j'avais du mal à comprendre pourquoi Supposé ne voyait pas qu'il parlait de choses sérieuses. Elle a demandé à se taire et à les laisser parler. Ce moment a été un test pour la patience de Sumire, qui avait déjà beaucoup traversé, et la tension commençait à secouer son calme. Samir sentit une rage monter en elle. En pensant pourquoi Sarah serait allée si loin pour la défier de cette façon. Elle se considérait toujours comme la compréhension, mais c'était différent. Sa timidité a changé, son visage s'est assombri de frustration, la patience était à la limite et elle ne resterait pas immobile. Avec une profonde inspiration, il a regardé directement Sarah et a dit que ce n'était pas juste, elle lui parlait comme ça, surtout compte tenu de l'histoire avec Eugenio. Elle a rappelé à Sarah quel était le partenaire actuel d'Eugenio et que qui devait se taire était Sarah. C'était du passé. Les mots sont sortis avant que Samir ne puisse se contrôler. Sarah, clairement surpris par la réaction, a été silencieuse pendant un moment puis a souri de chant. Elle n'avait pas l'air en colère, mais a démissionné. Il a regardé Samir et a dit que bien, qu'elle a accepté de Supposé de les laisser duel. Le différent, selon Sarah, était de décider qui serait le partenaire le plus approprié pour Eugenio. L'humeur a encore changé, cette fois avec ce sentiment de défi dans l'air. Sans curling, ils se sont rendus dans la zone de formation de l'Académie Lyon pour faire le différent. Eugenio, en tant que leader, a rapidement expliqué les règles. C'était simple. Ceux qui ont obtenu le plus de cibles dans le temps gagné. Sarah et Sumire ont convenu ensemble, tous deux déterminés à prouver leur valeur. La tension était forte comme ils se préparaient. Eugenio était mis à part, se souvenant qu'il devait agir rapidement parce que le sablier était presque sans sable. Le différent a commencé. Sarah, calme et confiante, a annoncé que cela commençait. Elle a activé la technique, a tiré l'épée d'un chemin, et l'épée de miséricorde brillait durement sur ses mains, répandant des vagues de magie qui illuminaient toute la zone d'entraînement. L'épée se tourna alors que Sarah la jetant vers diverses cibles dans le ciel. Les épées magiques ont volé avec précision, frappant la cible par target. C'était un spectacle électrique. Chaque coup semblait tout détruire en chemin. Les cibles sont tombées les unes après les autres, donc rapidement qu'il était difficile de compter combien de Sarah avait déjà frappé. Sarah a averti que c'était maintenant le tour de prendre le relais.